Bonjour et heureux de vous retrouver pour ce 9e numéro des vidéos du mouvement Rendre la France à la France. Et maintenant, ça suffit. Ça suffit, ce président cauteleux et son gouvernement servile, qui ne sont que calculs épiciers, faux-semblants, atermoiements, au service d'un dessein électoral qui surpasse au point de l'effacer l'intérêt supérieur d'un pays en détresse. Ça suffit l'arrogance et l'autosatisfaction béate de ce gouvernement sur tous les sujets. Ça suffit la revendication benoîte, toute honte bue de performances économiques et même régaliennes, qui aurait éclairé le quinquennat alors même que le bilan réel n'est qu'une chronique ininterrompue de désastres et d'échecs. Ça suffit les instituts de sondage, dont les méthodes mystérieuses produisent depuis des mois des prévisions d'étapes figées, tandis que le pays gronde et que l'opinion publique, par essence réactive, mouvante et même versatile, n'est qu'inquiétude, rejet, réprobation. Et puis, ça suffit, Madame Pécresse, qui est la seule chance véritable de mettre fin à la dévastatrice parenthèse du mandat qui s'achève. La France demande, la France exige pour basculer avec conviction et enthousiasme de votre côté, bien davantage que votre discrétion, votre tiédeur ou vos approximations. Plus que 60 jours, à peine, et une campagne qui, par le fait malicieux d'un président pour le coup maître de l'horloge électorale, n'en finit pas de ne pas commencer. Tout d'abord, bien que l'ayant déjà précisément traité dans plusieurs de nos vidéos précédentes, attardons-nous quelques instants sur certains éléments du bilan présidentiel tels qu'impudemment revendiqués par le gouvernement. En premier lieu, les 3 titres de gloire, les seuls, dont se part fièrement l'équipe gouvernementale, relayée à l'envi par une partie de la presse qui lui est acquise. Le pouvoir d'achat, tout d'abord, c'est-à-dire la capacité pour les Français d'acheter des biens et des services avec le peu d'argent qu'ils ont de disponible. M. Macron et M. Le Maire ont, pour tous les Français, une excellente nouvelle. Et pour l'annoncer, nous citons terme pour terme, le magazine Pour l'Écho, qui leur est affidé, « Français, vous êtes plus riches que vous ne le pensez ». Nul doute que nos compatriotes, et en particulier ceux dont les salaires sont durablement les plus bas, trouveront dans cette indécente révélation l'apaisement psychologique qui leur permettra de mieux boucler la prochaine fin de mois. Certes, la partie redistribution de leur revenu global, c'est-à-dire les avantages, les aides et les subventions diverses, a bien été préservée en 2021, mais la partie salaire, c'est-à-dire l'autre composante constitutive du revenu, a quant à elle stagné, dans le même temps où la spirale des prix, en particulier l'alimentation, l'énergie, le logement, n'a cessé de vertigineusement grimper. Sans même parler des effets prochains d'une inflation structurelle et donc durable, notamment provoquée par les dépenses inconsidérées de M. Macron. Alors, un peu de respect, messieurs, pour la France qui est à la peine. La croissance, maintenant. Monsieur le maire, parangon d'autosatisfaction béate, se flatte à l'envi d'une croissance record en 2021, plus 7% du PIB. Or, venant après un effondrement certes explicable de moins 8% en 2020, il ne s'agit que d'un effet rattrapage partiel, purement mécanique, dont il n'y a vraiment pas lieu de dire et gloire. S'il est bien exact que cet effet rattrapage, plus 7 après moins 8, surpasse en importance la performance d'autres pays majeurs de l'Union européenne, comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, c'est que la stratégie gouvernementale du « quoi qu'il en coûte » a déversé une manne d'assistanat financier sur les entreprises et sur les salariés, au prix du creusement abyssal de la dette publique. Plus 400 milliards, avec les conséquences qui ne manqueront pas de supporter les Français de plusieurs générations. Or, on aurait pu, à l'instar de l'Allemagne par exemple,
obtenir le même effet économiquement protecteur en dépensant beaucoup moins d'argent public. Alors, monsieur le maire, un peu de retenue. Le chômage et le taux d'emploi, enfin. Avec un taux de chômage stabilisé autour de 8% et un taux d'emploi au plus haut depuis de longues années, c'est vrai, monsieur le maire, toujours prompt à s'auto-décerner les lauriers du premier de la classe, se targue d'un succès, je cite, historique. Il est vrai qu'en 2017, début du quinquennat de M. Macron, le taux de chômage culminait à 9,5%, et que nul ne saurait contester une réelle amélioration faciale, même s'il convient de la sortir de quelques commentaires qui relativisent la performance sans pour autant l'anéantir. C'est en effet la très forte progression du nombre de contrats d'alternance, de professionnalisation et plus encore d'apprentissage, en particulier l'excellent dispositif Un jeune, une solution, qui explique pour très large part l'ampleur en effet inédite du rebond de la population active. On se gardera toutefois d'oublier les aides d'accompagnement versées aux employeurs lorsqu'ils acceptent d'embaucher un jeune sous contrat d'apprentissage. Succès apparent certes, mais dont le coût spécifique facturé à la collectivité nationale est de quelques 5 milliards. De quoi, tout en saluant l'initiative, tempérer l'enthousiasme. Tous les autres indicateurs économiques de la maison France, et en particulier les plus importants, car les plus impliquants à long terme, sont dans le rouge carmin. Bientôt 3 000 milliards pour la dette publique, qui témoigne de la situation financière d'un pays, dont 600 milliards pour la seule mandature Macron, et une balance commerciale qui témoigne du dynamisme économique d'un pays, notamment à l'exportation, négative à 84 milliards en 2021, dont 30 milliards pour la seule mandature Macron. Sur ces thèmes, pourtant essentiels pour l'avenir de la France, l'habituelle faconde autocomplaisante de monsieur le maire ne trouve curieusement pas matière à s'exprimer. Un bilan global, donc, sur le plan économique, qui n'est pas sans quelques discrètes embellies, convenons-en, mais dont la médiocrité d'ensemble invite à une retenue dont on cherche vainement la trace, tant chez monsieur le maire que chez monsieur Macron. Et que dire du régalien ? D'abord la santé. L'interminable crise sanitaire, chaotiquement gérée, a mis en lumière la mauvaise, très mauvaise même, situation de l'hôpital public. Ce qui ne disqualifie nullement un système de santé, par ailleurs apprécié des Français. Étant donné sa générosité, comment pourrait-il ne pas l'être d'ailleurs ? Non, c'est le recrutement du personnel soignant, l'insuffisance, voire la fermeture des lits, notamment de réanimation, la rémunération des soignants et extensivement les déserts médicaux qui, entre autres sujets, sont sévèrement et à juste titre mis en question. Indifférence, passivité de l'exécutif, absence d'action correctrice, immobilisme. S'agissant de l'école et plus généralement de l'enseignement, le constat est tout aussi cruel. L'évaluation du niveau des élèves à l'échelle internationale, selon les systèmes PISA ou PIRLS, est confondante de médiocrité dans toutes les disciplines, et notamment en maths, indigne de la France et de sa tradition scolaire. Non-pertinence des programmes d'éducation, absence de formation continue du personnel enseignant, formation initiale trop conventionnelle, classes en surnombre, inadéquation du socle commun des connaissances, nivellement qualitatif des élèves par le bas, disparition de l'excellence, négation de la méritocratie. On s'en tiendra là pour aujourd'hui, et on ne fera qu'évoquer l'enseignement supérieur et son hyperpolitisation gauchiste, ou encore des niaiseries absolues, telles l'écriture inclusive, certes combattue par le ministre de tutelle, mais néanmoins imposée par certains rectorats. Faible prise de conscience, désordre, dérive gauchiste, perte d'autorité, immobilisme. S'agissant enfin du couple police-justice,
Il est d'évidence que les deux institutions, naguère dans les années 80 quand même, relativement solidaires, sont aujourd'hui ouvertement antagonistes. Beaucoup de stéréotypes, d'idées reçues, de politisation inopportune, d'aphorismes négatifs, d'anathèmes aussi. Le problème de la justice, ou plus exactement d'ailleurs le problème de la police, c'est la justice, citons fidèlement, dit un peu sommairement un syndicaliste policier. Tout cela pollue la relation. Pourtant, la complémentarité fonctionnelle fondée sur un minimum de confiance et d'estime réciproque est la condition impérieuse du fonctionnement fluide de chaque institution considérée séparément, d'abord, et d'une coordination harmonieuse, loyale et opérationnellement efficace entre les deux institutions, ensuite. Les deux ministres en exercice, fascinés par leurs priorités personnelles, évitons tout ce qui pourrait ressembler à une vaguelette pour le garde des Sceaux. Flattons sans vergogne le président monarque pour le ministre de l'Intérieur. Ne s'y sont pas vraiment employés. Statu quo donc, dysfonctionnement, incompréhension, voire animosité intacte entre les deux institutions. Immobilisme. S'il fallait choisir un terme, un seul, pour désigner le mandat finissant du président sortant, ce serait celui-là. Immobilisme. Les autres nations agissent, innovent, avancent, progressent. La France, depuis 40 ans, avec un point d'orgue depuis 2017, fait du surplace. Donc, régresse. Mais M. Macron semble pourtant agir, objecteront les plus inattentifs ou les plus bienveillants d'entre nous. Non. M. Macron n'agit pas. Il s'agite. À l'instar des instituts de sondage qui lui attribuent une prévision de premier tour invariablement appréciée autour de 25%, le président est figé dans un immobilisme minéral, tel une statue de pierre, ce qui d'ailleurs ne le dérange en rien. Peu lui importe d'être de pierre, pourvu qu'il soit statue. Les instituts de sondage, justement, spécialisés en études d'opinion et de prévision, sont à l'œuvre depuis quelques 5-6 mois. Les semaines s'égrènent et les prévisions en termes d'intention de vote demeurent immuablement constantes, comme si les enquêtes successives et leurs résultats étaient décorrélés de tous événements de campagne, pourtant censés les infléchir ou les influencer. À telle enseigne qu'on ne peut que s'interroger dans les choix des principes méthodologiques appliqués sur la prise en compte de la désirabilité sociale, c'est-à-dire le possible niveau d'insincérité du sondé lorsqu'il envisage de voter pour un candidat non conforme à sa catégorie sociale d'appartenance. Dans un tel contexte d'incertitude, est-il possible qu'un candidat, qui d'ailleurs ne l'est pas encore, crédité d'une intention de vote premier tour de 25% en septembre, il y a 5 mois, ne varie en rien, quel que soit le nombre et la date des sondages successifs, quelle que soit l'identité des instituts sondaires, il y en a une dizaine, et quoi que ce candidat fasse ou ne fasse pas, dise ou ne dise pas. Voulez-vous des exemples édifiants? Je m'exhibe avec un t-shirt floqué, halte aux violences policières. 250 000 policiers et gendarmes insultés. Qu'importe, vous m'en mettrez pour 25%. J'agresse grossièrement les Français non vaccinés, 5 millions de nos compatriotes, en leur déniant la qualité de citoyen, ce qui est une énormité. Pas grave, toujours 25%. J'ose m'arroger des mérites et succès économiques qui ne résistent pas à l'analyse contradictoire la plus élémentaire. Français, vous êtes plus riches que vous ne le pensez. Offense cynique à 9 millions de citoyens pauvres, dont chaque jour est souffrance. Qu'à cela ne tienne, immuablement 25%. Comme si l'opinion tétanisée, figée dans un effet glaciation sondagière,
était devenue impuissante à produire la plus petite inflexion de tendance. Qui le croira? Notre conviction est que les instituts de sondage, sans mise en cause de leur probité intellectuelle, ni de leur rigueur professionnelle, peinent à appréhender méthodologiquement les nombreux biais d'une élection présidentielle, il est vrai à bien des égards, singulière. Et dans un réflexe collectif d'autoprotection corporatiste, ils se réfugient dans une parfaite symétrie prédictive qui, en cas d'erreur majeure, aura au moins l'avantage de partager le fardeau de la bévue et, peut-être, du ridicule. Nous n'affirmons pas que les instituts de sondage sont malhonnêtes ou incompétents. Nous suggérons qu'ils sont malvoyants. Madame Pécresse, enfin. Pour elle aussi, les jours s'écoulent. L'échéance de premier tour approche et rien d'avantageusement significatif ne se produit. Excipée de la non-candidature de M. Macron, à ce jour bien sûr, pour se réfugier elle-même dans un relatif attentisme n'est pas une explication recevable. Menacée d'enlisement, il faut désormais à la campagne de Mme Pécresse, non pas un simple regain d'énergie, non pas un deuxième souffle, c'est encore bien trop peu, mais une véritable déflagration positive. Par exemple, devant le plus large public possible, M. Sarkozy menace de me lâcher? Je m'en fous, car je ne suis l'ombre de personne. Je suis Valérie Pécresse. Sera-ce le 13 février? Le temps n'est plus à la demi-mesure, à la tiédeur, aux bonnes manières, trop souvent associé à une politique fade et lénifiante. Il faut aussi à Mme Pécresse un autre acte inaugural, explosif et tranché, sous forme de déclaration préjudicielle, martelée et non simplement murmurée. Il n'y a pas le plus infime trait de ressemblance entre M. Macron et moi. Il n'y a pas le plus infime trait de ressemblance entre M. Macron et moi. D'aucuns s'appliquent, pour des raisons de tactique électorale bien sûr, à suggérer artificiellement une intime proximité idéologique et programmatique entre Mme Pécresse et le président sortant. C'est une contre-vérité absolue. Voici pourquoi et voici en quoi. S'en suivra la mise à mal loyale, mais méthodologiquement implacable, du bilan global de M. Macron, de ses faillites, de ses promesses non tenues, de ses esquives, de ses renoncements, de ses échecs. C'est facile, tant la matière est abondante. En premier lieu sera ainsi traité le bilan économique, en quelque sorte préfacé par la pathétique Madame Schiappa. Sur l'économie, dit-elle, on a des adversaires politiques qui sont bien en peine de nous attaquer. On éclate d'un rire triste. Sur tous les thèmes régaliens, santé, hôpital public, école, classements internationaux, police, justice, les équipes d'experts installées dans le camp de base de Mme Pécresse, à la fabrique, trouveront plus que largement matière à exercer leur plume la plus incisive. Parce que c'est la réalité sèche, et pour nous l'autre raison. Il ne doit, après l'analyse critique de Mme Pécresse, rester du bilan de M. Macron que sa juste valeur résiduelle, c'est-à-dire bien peu de choses. Ce préalable essentiel doit naturellement être suivi en contrepoint, non du programme émietté de Mme Pécresse, mais de sa vision de la France à long terme. Comment la France corrige-t-elle les maux dont 40 ans d'incurie l'ont affligée? Et comment retrouve-t-elle solidairement un chemin de renaissance? L'expression de cette vision sera prolongée par des objectifs qualitatifs, volontaristes et simples, dans lesquels la communauté nationale pourra se reconnaître et autour desquels elle saura se fédérer. Après, et après seulement, seront exposées les mesures. Nombre sont déjà sur la place publique, mais il en faudra d'autres, plus épicées, destinées à donner corps et opérationnalité à la vision de long terme et aux objectifs tels qu'ils auront été dessinés.
Dans tous les cas de figure, l'affrontement s'annonce acharné entre Mme Pécresse, qui va regagner du terrain en termes d'intention de vote, et M. Macron, qui ne pèse pas les 25% généreusement attribués par les instituts de sondage. Les autres principaux candidats qui, par leur courage, leur programme, leur audience, méritent considération, et en particulier M. Zemmour, qu'il ne faut pas attaquer stérilement, n'ont pas vocation à directement contrarier ce duel. En revanche, l'importance de leur choix, éventuellement de leur consigne de vote, sera cardinale dans la perspective du second tour. Il faut parler aux électeurs et les éclairer en les respectant. Chacun admettra, si on le lui explique clairement et loyalement, qu'il doit y avoir, pour n'importe quel candidat, une corrélation minimale entre un bilan et une espérance de réélection. La mise à mal méthodique mais honnête et rigoureuse du bilan de M. Macron devrait fixer les premières limites de ses espoirs de réélection. Alors c'est ici que s'élève la voix du plus sirupeux des idolâtres de l'actuel président. M. Macron, c'est une citation, est un grand homme d'État, dans la lignée du général de Gaulle. Pas moins. Ou encore, toujours plus gros, toujours plus fort, il n'y a pas un Français qui pense que M. Macron n'a pas été un bon président, sans rire. On lui en présentera volontiers une petite 50aine de millions. Chacun aura bien entendu reconnu dans ces citations l'ineffable M. Darmanin, dont les outrances adulatrices, quoique légèrement intéressées, à destination de son idole, ont plusieurs fois déjà été soulignées dans nos précédentes vidéos. Les sondages du second tour sont, par construction, aussi suspects que ceux du premier tour. Pour espérer une réélection, M. Macron se doit de récupérer les voix perdues de la gauche, presque toutes ces voix, presque toute la gauche, ce qui, incidemment, aurait pour effet direct de le remettre à sa juste place, c'est-à-dire au centre-gauche. Pour autant, même en cas, selon nous, improbable de réélection, il ne disposerait évidemment pas du socle robuste et stable d'un parti politique structuré. Dans un tel contexte, ses soutiens, c'est-à-dire les restes fumants de la République en marche, le substrat de Modem, une ligne d'horizon, quelques transfuges aussi épars que Félon des Républicains, modèle Woerth peut-être, perdront largement des élections législatives confortablement remportées par les partis à fort ancrage territorial, et en particulier les Républicains. Le président fraîchement élu, ou réélu, vainqueur à la Pyrrhus, n'aurait alors d'autre choix que de nommer un Premier ministre adoubé par les Républicains. Probablement pas Mme Pécresse d'ailleurs. S'ensuivrait alors une cohabitation sulfureuse et chaotique entre un président constitutionnellement démuni, mais soucieux d'exister, et un chef de gouvernement incarnant une droite forte, peu encline au compromis. Assez peu médiatisée à ce jour, l'hypothèse d'une cohabitation favorable aux Républicains, en cas de réélection de M. Macron bien sûr, doit être bien comprise par l'électeur et intégrée dans son vote. Une cohabitation est, par construction, crispée et potentiellement conflictuelle. Les conditions pour engager promptement actions et réformes lourdes, indispensables au redressement et à la renaissance du pays, ne sont pas réunies. Il faut donner à notre patrie la plénitude de sa chance en rassemblant une présidente, un Premier ministre et un Parlement en parfaite harmonie d'objectifs et de convictions, fédérés autour d'une même vision et d'un même projet de long terme. Le vote en faveur de Mme Pécresse s'impose, quelles que soient les réserves qu'on puisse avoir par ailleurs. M. Macron n'aime vraiment ni la France, ni les Français, ni même la politique. Il aime Macron. Madame Pécresse, nous vous gardons confiance et soutien. Aimez-vous
la France et les Français. Sincèrement, profondément, ils ne s'y tromperont pas. Retrouvons-nous une possible dernière fois avant le premier tour, vers le fin mars. Prenez bien soin de la France. À très bientôt.